la domination au travail existe parce qu'on vit dans le monde capitaliste. Ça, c'est important. On a besoin de domination au travail. C'est pas gratuit, quoi. C'est pas l'acte de quelques personnes méchantes ou de chefs qui veulent se faire mousser, etc. C'est parce qu'en fait, ce qu'on nous demande à la base, c'est quelque chose d'assez contre nature, quoi. Enfin, travailler pour d'autres que soi, travailler selon des objectifs qui nous échappent, voire travailler pour faire des choses qu'on réprouve, c'est difficile. Donc pour ça, il y a tout un tas de stratégies pour nous amener à faire ce qu'on ne veut pas faire et nous amener à faire avec le plus de performance possible, c'est-à-dire de créer le plus de valeur possible, que notre heure de travail, elle crée le plus de valeur possible. C'est ça l'objectif. Ce serait quoi une liste non exhaustive des formes de domination au travail? J'en ai listé quelques-unes, mais voilà, les heures sup, le harcèlement, l'urgence inventée dont tu parlais, le fait de pas te donner les moyens de faire ton travail et d'être sous-staffé. J'aime bien dans le livre, tu as cette idée, un rapport hiérarchique qui dépasse largement les tâches du poste, où voilà, tu loues pas juste ton temps, en fait, tu vends vraiment ton obéissance. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres formes de domination au travail qui viennent à l'esprit? Parce qu'en fait, c'est tellement protéiforme, c'est un océan. En fait, faut voir que tout est possible, quoi. La domination au travail, en fait, la domination au travail existe parce qu'on vit dans le monde capitaliste. Ça, c'est important. On a besoin de domination au travail. C'est pas gratuit, quoi. C'est pas l'acte de quelques personnes méchantes ou de chefs qui veulent se faire mousser, etc. C'est parce qu'en fait, ce qu'on nous demande à la base, c'est quelque chose d'assez contre nature, quoi. Enfin, travailler pour d'autres que soi, travailler selon des objectifs qui nous échappent, voire travailler pour faire des choses qu'on réprouve, c'est difficile. Donc pour ça, il y a tout un tas de stratégies pour nous amener à faire ce qu'on ne veut pas faire et nous amener à faire avec le plus de performance possible, c'est-à-dire de créer le plus de valeur possible, que notre heure de travail, elle crée le plus de valeur possible. C'est ça l'objectif. Et là, le capitalisme, il a toute une armada de DRH, de cabinets de conseil, qui chaque mois inventent de nouvelles techniques de domination au travail. Donc tout à l'heure, on parlait de toutes ces techniques de domination émotionnelle. Finalement, c'est une invention, je dirais, relativement récente. En tout cas, il y a beaucoup de théories qui sortent, qui sont produites par des psychologues, par des psychanalystes, par des psychiatres, pour le compte de grandes entreprises qui financent ces recherches-là et qui ont pour but de trouver des techniques pour que les gens ils fassent leur travail avec le sourire. Donc voilà, il y a énormément de techniques. Il y a toutes ces techniques qui sont liées au harcèlement. Donc le harcèlement moral, c'est une notion dont je suis un peu critique parce que j'ai l'impression qu'elle a été séparé de tout le problème de la domination au travail. C'est-à-dire que le harcèlement moral, c'est quelque chose qui existe dans la société et qui est le fait d'individus. D'une personne et pas d'un système. Ça vient d'une personne. Alors, on évolue un peu depuis le procès France Télécom, par exemple. On se met à parler de harcèlement moral institutionnel, donc c'est déjà un peu mieux. Montrer qu'en fait, il y a des politiques managériales qui contribuent à du harcèlement qui est très étendu, très généralisé, et qui est vraiment une technique de management. Donc, par exemple, si on prend le cas France Télécom, c'est une technique je trouve, de domination qui est assez forte. C'est quand tu déplaces quelqu'un. Quelqu'un est bon à ça, et du coup, tu vas lui faire ça pour qu'il soit en échec. Parce que s'il est en échec, là, tu peux le sanctionner, et là, tu peux moins le payer, etc. Donc, en fait, la mise en échec, c'est une technique de domination au travail dont on parle pas assez, je trouve, et qui est très perverse et qui est très destructrice sur le plan psychologique. Mais qui permet effectivement un affaiblissement du travailleur à qui tu as affaire, et comme ça tu peux demander plus de choses. Mise au placard. Et la mise au placard, voilà, c'est la forme extrême de ça, et c'est beaucoup plus répandu qu'on le croit. Les mises au placard, c'est quand on retire toute tâche à quelqu'un. Moi, ça, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. C'est flagrant, et ça, c'est catastrophique sur le plan psychologique. Ils ont trop d'argent à perdre, ou je comprends pas. Ça coûte trop cher de licencier quelqu'un. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une question qu'on m'a de plus en plus posée et que je trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'illusion que le système capitaliste, comme on nous a rabâché depuis qu'on est gamin que c'est le système le plus efficace possible, dès qu'en fait on voit des choses qui semblent inefficaces, on s'étonne. Mais en fait, c'est pas le système le plus efficace sur le plan économique. Enfin, déjà, l'efficacité, elle est toujours relative à quelque chose. C'est le système le plus efficace, si tu veux, pour enrichir une minorité. Mais ça veut pas dire que c'est le système le plus efficace pour produire des richesses, etc. Enfin, je veux dire, sinon, on n'irait pas vers une augmentation de degrés sur la planète qui vous rend la vie inhabitable. C'est particulièrement inefficace comme système, du point de vue écologique. Mais au-delà de ça, il faut se rendre compte que
si le management produit des trucs absurdes, moi dans le livre je parle de choses qui coûtent de l'argent, des réunions qui servent à rien, le fait de pousser des gens à la faute, le fait de les mettre au placard, donc en fait de les payer à ne rien faire, tout ça c'est des pertes d'argent, il y a pas de doute. Mais en fait, si tu veux, je pense qu'il faut voir ça comme un investissement dans la domination au travail. Oh mon Dieu. En fait, t'investis pour la paix sociale. Et on n'imagine pas comme le patronat est obsédé. Quand je dis la paix sociale, c'est l'absence de conflit. Hein. Oui, c'est l'absence de révolte. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu paies pour l'absence de révolte. Et pour ça, si pour éviter la révolte, tu dois mettre quelqu'un au placard, comme c'est le cas pour beaucoup de syndicalistes qui sont mis au placard. Les syndicalistes, ils sont très touchés par la discrimination syndicale. Donc concrètement, on leur retire leurs tâches, on les mute sans les prévenir, etc. Bon, si tu veux, certes, tu vas perdre de l'argent sur le salaire de syndicaliste, mais en attendant, ton syndicaliste, il va plus être crédible auprès de ses collègues, donc il pourra pas déclencher la prochaine grève. Et donc, en fait, si tu veux, à court terme, c'est une perte d'argent, mais à long terme, c'est un investissement parce que tu maintiens ton emprise sur le salariat. Voilà. Oui. Après, des fois, je pensais aussi juste je peux pas le saquer, je me suis frité avec un tel, et du coup, y a pas forcément une vision, je vais dire bourgeoise, ou enfin, en tout cas de domination, mais juste j'ai le pouvoir, j'en profite, quoi. Il y a les deux, en fait. Comme je disais, la notion de harcèlement moral institutionnel, donc celle qui a été vraiment établie comme telle par le tribunal à propos de France Télécom. Donc pour le contexte, France Télécom, c'était une entreprise publique qui a été privatisée pour devenir Orange. Et en fait, il y a eu un management brutal qui a été mis en place pour organiser une grosse mutation très rapide de cette entreprise, pour la rationaliser selon les critères capitalistes et pour faire partir plein de gens. Et pour faire partir plein de gens, en fait, ils les ont mis dans des situations impossibles. Donc là, il y avait une intentionnalité. Ah bah là, clairement, ouais. Voilà. Ensuite, oui, j'ai vu des situations de mise au placard, par exemple, si on parle que de ça, qui est quand même un truc particulièrement violent, qui... c'est un N+1 qui va mettre au placard, mais le N+4, il est même pas au courant qu'il est en train de perdre de l'argent, tu vois. Voilà. Mais moi, ce que je constate toujours, et ce qui m'étonne toujours, je t'assure, c'est que moi, mon boulot, quand on fait des rapports d'expertise, c'est d'alerter sur des situations. Ouais. Donc moi, je m'attends toujours, si tu veux, à ce que face à ces alertes-là, en disant, voilà, il y a de la violence, il y a de la mise au placard. Ça, c'est qu'en fait, il y a une action qui soit mise en place, mais non, parce qu'en fait, par moment, une situation dysfonctionnelle, ça convient très bien à toute sa chaîne hiérarchique, si tu veux. Donc, il n'y a pas d'intentionnalité directe, mais il y a une absence d'action, notamment une absence d'action réparatrice, qui vient du fait que parfois, reconnaître qu'on fait du mal aux gens, c'est potentiellement prêter le flanc à encore plus de critiques. Donc, mieux vaut tout nier en bloc, si tu veux, que d'accepter et du coup de commencer à créer de la remise en question. Ouais. Mais ça, pour l'avoir vu avec plein de potes qui ont eu des soucis en entreprise, où t'as des audits de harcèlement ou des trucs comme ça, et tu te dis, trop bien, ça a conclu un harcèlement, et en fait, derrière, c'est soit silence de mort, soit on fait genre, on va mettre en place des trucs, et en fait, on les met pas en place, on revient sur nos décisions 2 jours après, et ça, je trouve que c'est 10 fois pire, parce que du coup, là, ça montre que c'est vraiment institutionnel, et toléré, voire encouragé, ou en tout cas, enfin bref. Ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est que la souffrance au travail, ça vient pas que de la charge de travail ou du manque de reconnaissance, mais il y a aussi souvent une souffrance morale de faire des trucs absurdes, nuisibles, ou d'obéir à des ordres qui ont aucun sens. Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager ? Oui, en fait, l'exemple le plus connu, c'était David Graeber qui avait écrit un livre qui s'appelle les bullshit jobs, voilà. Donc ça, c'était intéressant parce que ça a mis ça en lumière. Mais au-delà de ça, tu as des gens qui font des métiers dans des métiers de logistique, par exemple, des métiers dans la grande distribution, où ils ont l'impression de contribuer un peu à faire de la merde quand même. Quand tu crées des choses pour la consommation de masse, t'es pas toujours tranquille avec ça. Des gens qui bossent dans le pétrolier, j'en ai vu qui étaient pas tranquilles avec ça. Et d'ailleurs, dans les grandes entreprises pétrolières, ils font de plus en plus de formations pour leurs salariés, pour leur expliquer que non, qu'ils vont vers une transition verte, etc., et qu'il faut pas s'inquiéter, parce qu'ils ont peur que leurs salariés, moi j'ai vu ça, ils ont peur que leurs salariés se mettent à baver sur leur propre entreprise, ou se barrent, ou même dénigrent. Oui. Or, ils savent qu'en fait, le salarié d'une grande entreprise pétrolière, c'est un peu l'ambassadeur dans le monde réel de ça. Ça aussi, j'ai vu ça dans le pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique, c'est quand même
souvent, le secteur pharmaceutique, c'est énormément de moyens déployés pour faire vendre des médicaments qui n'ont pas un intérêt thérapeutique supplémentaire à ceux qui existent déjà. Hein. Beaucoup, c'est ça quand même. Hein. Toutes les firmes pharmaceutiques, elles sortent pas toujours des médicaments révolutionnaires, juste elles sortent une nouvelle version. Et en fait, tu as des gens qui sont payés pour aller raconter à des médecins que c'est bien et tout. Et ils en ressentent une certaine souffrance sans même qu'ils le disent vraiment. Mais moi, ce que je vois, c'est dans ces secteurs-là, c'est tous les mécanismes psychologiques que les gens mettent en place pour se convaincre que quand même ils font du bon taf. Et parfois, ils n'y arrivent pas.